Moi, c'est le message que je lance. Il faut que les gens sachent que, qu'on soit au nord ou au sud, que nous avons besoin de ces ressources. Donc, c'est des ressources communes. Il n'y a pas une ressource qui appartient à l'Afrique ou à l'Europe. Ces ressources-là, elles nous sont communes. Donc, essayons de les préserver pour que vraiment qu'on puisse les utiliser de façon durable. Voilà. Je m'appelle Safietou Baldé, donc je suis sénégalaise. Je travaille dans une ONG qui s'appelle le CERFLA. Le CERFLA, c'est le Centre d'études de recherche et de formation en langue africaine. Je suis la secrétaire exécutive de cette ONG-là. Le Ferlo a toujours été une zone sahélienne presque désertique, donc avec des températures déjà assez élevées. Des pâturages qui se raréfient quelques mois après l'hivernage. Et donc, depuis quelques années, donc je peux dire depuis une décennie au moins, du fait des changements climatiques, cette situation s'aggrave de plus en plus. Donc, les températures sont de plus en plus élevées, comprises entre 40 et 45 degrés. Les pâturages aussi, du fait qu'il y a moins de pluie, donc la durée de la pluviométrie s'est réduite. Donc, il y a moins de pâturage. L'élevage est la principale activité dans cette zone. Donc, les mares qui servaient de lieu d'abreuvement pour le bétail s'achèvent aussi très vite du fait de l'évapotranspiration. Du coup, la production baisse d'année en année, ce qui fait que les populations ont de plus en plus du mal à satisfaire les besoins alimentaires sur les 12 mois. La population et le troupeau bougent sur une période de l'année, mais cette mobilité, elle est de plus en plus précoce, du fait justement que les pâturages ne sont pas suffisants pour le bétail, il n'y a pas assez à manger aussi pour les ménages. Donc la situation, je ne peux pas dire qu'elle est catastrophique, mais en tout cas, si on ne fait pas attention, on risque d'aller vers des lendemains incertains. Le Ferlo, c'est une zone, je l'ai dit tout à l'heure, où l'élevage est l'activité dominante. Et c'est pas un élevage où le bétail est parqué, c'est un élevage où le bétail cherche son alimentation dans la nature. Ce qui fait que quand il n'y a pas assez à manger dans la nature, les éleveurs sont obligés de se déplacer, ce qu'on appelle la transhumance. Donc il y a une certaine mobilité à une période de l'année, et quand le bétail bouge, il bouge avec la famille. La plupart du temps, cette mobilité-là, elle se fait du nord vers le sud, où il y a encore à manger pour le bétail. Déjà, les températures, elles sont souvent insupportables. Il fait excessivement chaud, on n'a pas assez à boire. Et sur le plan alimentaire aussi, on n'a pas assez de production. Les gens vivent de produits vivriers en général, en dehors du lait et de la viande. Et donc, du coup, l'impact social, c'est que les gens, ils s'appauvrissent de plus en plus. Ils sont souvent dans le besoin. Et c'est aussi sur le plan sanitaire, hein, on le ressent avec cette forte chaleur. Sur le plan environnemental, les ressources se font de plus en plus rares, il n'y a pas suffisamment d'eau, l'herbe se raréfie très vite, et que les mouvements précoces de population et de bétail, bon, on n'est pas souvent aussi ensemble en famille. Donc ça fait que du point de vue social et même humain, c'est vraiment des problèmes. Donc, pour faire face à ces phénomènes déjà de changement climatique, par rapport au déficit d'alimentation pour les populations déjà, il y a des périmètres maraîchers qui se mettent en place. Donc ça, c'est pour faire des légumes et combler le vide alimentaire. Ça, c'est des formes de jardins communautaires, mais à l'intérieur desquels chaque femme a sa propre parcelle. Et c'est des légumes qui sont cultivés
adoptant une approche agroécologique, donc pour permettre au sol de pouvoir être tout le temps fertile et de pouvoir continuer à l'utiliser. Maintenant, par rapport au bétail, ce qui se fait dans le cadre des projets, c'est la culture fourragère. Quand il n'y a pas suffisamment de pâturage, donc ces espèces qui sont cultivées pour faire du fourrage pallient le déficit alimentaire du bétail. Donc ça, c'est vraiment du point de vue alimentaire. Maintenant, du point de vue de la régénération ou de la protection de l'environnement, donc il y a des reboisements, des actions de reboisement, notamment quand durant la saison des pluies, on a vraiment assez d'eau. Ensuite, il y a des actions aussi comme l'aménagement de pare-feu qui sépare deux domaines où il y a des pâturages pour éviter que lorsqu'un feu de brousse se déclare, qu'il ne ravage tous les pâturages. Donc ça, c'est quelques exemples concrets qui se font, en plus bien sûr des actions de sensibilisation que nous menons dans le cadre des projets et en collaboration avec les radios communautaires. Donc les radios communautaires nous permettent d'atteindre un plus grand public, parce que souvent les activités se font dans des villages où on ne peut pas atteindre la grande masse. Je suis optimiste. Si vraiment on continue le travail qu'on fait, aussi bien au nord qu'au sud, parce que franchement, ces situations-là, elles ne touchent pas seulement le nord ou seulement le sud. C'est un problème, c'est un phénomène mondial. Nous sommes sur la bonne voie et il y a beaucoup d'ONG de plus en plus qui s'orientent vers des mesures d'adaptation pour contrer les effets du changement climatique. Et si on se donne la main et que aussi bien au nord qu'on adopte des comportements qui permettent de sauvegarder les ressources naturelles et qu'au sud qu'on ne parte pas sur le mimétisme en voulant vivre comme en tout cas en suivant ce qui s'est passé en Europe. Donc c'est pour ça que la sensibilisation elle est importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, il faut qu'on vive aussi comme eux, etc., avoir tout le matériel qu'il faut, alors que malheureusement on se rend compte que cette surconsommation, elle a aussi des conséquences néfastes. Il faudrait qu'on ne reproduise pas les modes de vie, je ne veux pas dire tout, les modes de vie qui ont eu des effets néfastes au nord, qu'on ne les reproduise pas au sud. Et qu'on revienne à des modes de vie beaucoup plus protecteurs de l'environnement et des ressources naturelles. Moi, je pense que si on arrive à convaincre les gens, on arrive à changer certains modes de vie, on peut avoir un espoir que on ira dans un futur vraiment où tout le monde pourra vivre dignement et tout le monde sera heureux. Parce que finalement, la vie, c'est ça. C'est pas d'avoir tout ce qu'on a, c'est d'avoir une eau de qualité, une nourriture de qualité et en quantité, avoir le minimum de biens et services qui nous permettent de vivre heureux. C'est juste ça. Rappeler que les ressources naturelles sont des ressources communes. Elles peuvent être ici en Afrique ou ailleurs dans le monde. On en profite tous. Et si on n'a pas une approche de préserver ces ressources-là, de les sauvegarder, de bien s'en occuper, tout le monde risque d'y perdre. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on se mette ensemble pour voir comment avoir des stratégies qui permettront de sauvegarder ou en tout cas de préserver ces ressources qui nous sont précieuses. Donc essayons ensemble de travailler à faire de sorte que ces ressources-là puissent être durables, pour qu'on puisse en profiter, mais pour en faire profiter les générations futures.